La radio du taxi diffusait une émission de musique classique en stéréo. C'était la Sinfonietta de Janáček. Était-ce un morceau approprié quand on est coincé dans des embouteillages? Ce serait trop dire. D'ailleurs, le chauffeur lui-même ne semblait pas y prêter une oreille attentive. L'homme, d'un âge moyen, se contentait de contempler l'alignement sans fin des voitures devant lui, la bouche serrée, tel un vieux marin aguerri, debout, à la proue de son bateau, appliqué à déchiffrer quelques sinistres pressentiments dans la jonction des courants marins. Aomame, profondément enfoncé dans le siège arrière du véhicule, écoutait les yeux mi-clos. Combien y aurait-il d'auditeurs à l'écoute des premières mesures de la Sinfonietta de Janáček qui reconnaîtraient immédiatement ce morceau? Disons entre très peu et presque aucun. Mais Aomame, elle, pour une raison ou une autre, en était capable. Janáček avait composé cette courte symphonie en 1926. Le thème principal avait été conçu à l'origine pour une fanfare à l'occasion d'une rencontre sportive. Aomame imaginait la Tchécoslovaquie de 1926. Après la Première Guerre mondiale, le pays s'était enfin libéré de la très longue domination des Habsbourg. Les gens buvaient de la bière Pilsner dans les cafés, ils fabriquaient des mitrailleuses efficaces et raffinées, ils goûtaient la paix passagère qui visitait l'Europe centrale. Franz Kafka, encore méconnu, avait disparu 2 ans auparavant. Bientôt apparaîtrait Hitler, qui ne ferait qu'une bouchée de ce joli petit pays. Mais en ce temps-là, tout le monde ignorait que des événements aussi terribles allaient advenir. Ce que l'histoire enseigne de plus important aux hommes pourrait se formuler ainsi. À l'époque, personne ne savait ce qui allait arriver. En écoutant cette musique, Aomame imaginait les vents qui balayaient sans obstacle les plaines de Bohême et laissait ses pensées vagabonder sur l'histoire. 1926, c'était la mort de l'empereur Taisho, le commencement d'une ère nouvelle, l'ère Showa. Au Japon aussi, ce serait le début d'une époque sombre et terrible. Le modernisme et la démocratie avaient joué leur bref intermède. Celui-ci achevé, le fascisme imposerait sa loi. L'histoire, comme le sport, était ce qui intéressait le plus Aomame. Elle ne se lassait pas de lire de nombreux ouvrages historiques alors qu'elle n'était guère portée sur les romans. En matière d'histoire, elle aimait avant tout que tous les événements soient bien reliés à une chronologie et à un lieu précis. Elle n'avait aucune difficulté à se souvenir des dates. Même quand elle ne l'avait pas apprise par cœur, la chronologie se dessinait automatiquement, du moment qu'elle avait saisi la cohésion d'ensemble des divers événements. Au collège et au lycée, Aomame avait toujours les meilleures notes de la classe au contrôle d'histoire. Et elle trouvait étrange qu'un élève ait du mal à retenir la succession des dates alors que c'était si facile d'y parvenir. Aomame était son vrai nom. Son grand-père paternel était originaire de la préfecture de Fukushima. Et là-bas, dans des petites villes ou villages des montagnes, un certain nombre de personnes portaient réellement ce nom d'Aomame, haricot de soja vert. Elle-même ne s'était jamais rendue dans cette région. Avant sa naissance, son père avait rompu avec sa famille. Il en allait de même avec sa lignée maternelle. Par conséquent, Aomame n'avait jamais rencontré un seul de ses grands-parents. Elle n'avait, pour ainsi dire, pas voyagé, mais en de rares occasions, elle avait consulté l'annuaire téléphonique de son hôtel pour chercher si des gens portaient ce patronyme. Jamais elle n'en avait trouvé nulle part, dans aucune ville, grande ou petite. Elle avait chaque fois l'impression d'être une naufragée solitaire jetée dans un immense océan. Donner son nom était pénible. Dès qu'elle l'avait prononcé, son interlocuteur prenait un air surpris ou la considérait d'un œil embarrassé. « Mademoiselle Aomame ? Oui, c'est bien ça. Et mon nom s'écrit A-O-M-A-M-E, comme les haricots de soja. Bleu-vert, oui.
Quand elle avait travaillé dans une entreprise et qu'elle avait dû avoir des cartes de visite, les tracasseries avaient été d'autant plus nombreuses. L'autre regardait longuement, d'un œil méfiant, la carte qu'elle lui tendait, comme si elle lui avait fait lire une lettre maléfique à brûle-pourpoint. Lorsqu'elle se présentait au téléphone, il y avait même des rires étouffés. Dans la salle d'attente de la mairie ou de l'hôpital, dès que son nom était appelé, les gens levaient le nez pour la regarder. Quelle tête pouvait bien avoir quelqu'un affublé d'un nom pareil? Parfois, les gens se trompaient et l'appelaient edamame, haricot de soja encore vert, ou même soramame, fève. Chaque fois, elle rectifiait: non, ce n'est pas edamame ou soramame. Bien sûr, ces noms se ressemblent. Et la personne de s'excuser avec un petit rire. Voyez-vous, c'est un nom tellement rare. En 30 ans, combien de fois lui avait-il fallu entendre la même chose? Combien de plaisanteries stupides? Si je n'étais pas née avec un nom pareil, peut-être ma vie aurait-elle pris un tour différent. Si je m'étais appelée Sato ou Tanaka, ou encore Suzuki, un patronyme bien banal, j'aurais peut-être eu une existence plus tranquille et regardé les autres d'un œil plus tolérant. Possible.